La Russie décide de couper le robinet du gaz à l'Europe. Poutine, le méchant, c'est le thème de notre forum de cette semaine. Forum que nous animons avec deux personnes ressources bien connues de cette émission. J'ai l'honneur, le plaisir d'avoir encore aujourd'hui Sogoyou Kegewe, qui est au plateau déjà, bien installé. Monsieur Kegewe, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour les téléspectateurs. Monsieur Kegewe est journaliste, ancien ambassadeur. Vous avez fait plusieurs années en Allemagne, au nom du Togo. Donc c'est un pays que vous connaissez très bien, un pays qui dépend à 60%, on va dire, du gaz russe. Oui, donc effectivement. Vous avez eu droit au chauffage en Allemagne grâce au gaz russe pendant plusieurs années. Oui, sans savoir que ça venait de Russie. Voilà. Nous aurons le temps de revenir sur ce sujet. Le deuxième larron, pour ne pas dire co-débatteur, King Dodgero est avec nous. King, le roi, bonjour. Bonjour cher ami Gilles. Le roi est en pagne aujourd'hui. Toujours. King Dodgero. J'ai voulu ressembler à l'ambassadeur aujourd'hui parce que chaque fois qu'on vient au plateau, il me dame le pion. Il se met vraiment simple. Donc aujourd'hui, quand j'ai appris que c'est lui le débatteur, j'ai dit je vais faire le match avec lui. Merci. Et moi, j'ai plutôt votre costard. Merci. King Dodgero est expert en structuration économique et financière. Un jour, j'aurai l'occasion de vous demander ce que c'est même exactement, parce qu'on en parle tout le temps, mais on ne sait pas ce que vous faites. C'est quoi un expert en structuration économique et financière? C'est un architecte en économie. C'est cette science qui permet de traduire la volonté d'un porteur de projet en éléments de confort, à l'effet de conforter ou de rassurer le potentiel investisseur. Donc le métier d'un expert en structuration économique, c'est purement d'abord l'analyse de risques auxquels il faut trouver des solutions pour atténuer donc ces risques dans une situation de financement de projet et également en plus de cela mettre de l'ingénierie financière derrière pour pouvoir attirer des investisseurs. Dans notre approche, on a souvent l'habitude de dire que un véritable projet qui est bien structuré ne cherche pas de financement, mais attire les financiers, attire les investisseurs. Donc, le métier d'expert en structuration économique vise effectivement à rendre tout projet attrayant. Hier, on parlait d'un projet bancable, comme si c'est le banquier qui doit financer un nouveau projet, mais c'est plutôt, dans notre analyse, c'est le consommateur, par exemple, qui est le premier investisseur dans un projet. Donc, nous faisons ce genre d'analyse souvent pour dire que quand on a recours à un expert en structuration économique et financière, on verra son projet attirer les investisseurs et non courir vers les investisseurs. Donc quand on court vers quelqu'un, vous voyez l'espérance de la vie. Quand vous courez après quelque chose, la chose court devant vous. Mais quand vous attirez la chose vient vers vous. Donc le rôle de cette science, c'est de rendre tout projet autant que possible attirant et attrayant. Oui, mais si cette science existe, comment se fait-il que, c'est une parenthèse qu'on va refermer très rapidement, comment se fait-il que les États ont du mal à attirer les investisseurs? C'est un choc politique et économique. C'est un choc politique et économique que je ne saurais débattre sur ce tableau. Autrement dit, vous semblez dire que les États refusent d'attirer les investisseurs. Non, il n'a pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, c'est un choix politique. Chacun est libre de faire son choix, on est d'accord. Donc il y a plusieurs expertises dans le monde. C'est comme vous avez un souci à la justice, il y a des experts qui sont là, qui sont des extrajudiciaires, les avocats et autres. Vous pouvez choisir de les confier votre affaire, tout comme vous choisissez d'aller vous-même défendre votre cas à la justice. Donc votre métier, c'est comme un métier d'avocat des affaires? Bien sûr. Ok. Très intéressant, nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet. Revenons donc à nos moutons, pour ne pas dire à notre gaz, ou au gaz européen, le gaz russe qui dessert l'Europe. Mais quand on voit un peu le tableau, on a comme l'impression que l'Europe est très dépendante du gaz russe. Excellence, monsieur Sogoyou Kegewe. Oui, mais il a fallu la guerre d'Ukraine pour qu'on le sache. Comme je vous le disais tantôt, vivant en Allemagne, je n'ai jamais su que le gaz que j'utilisais venait d'Ukraine. Je ne le savais pas. Donc il a fallu cette guerre pour qu'on sache qu'effectivement l'Europe occidentale dépend majoritairement du gaz de Russie.
Imaginez un pays comme l'Allemagne, la plus grande puissance économique européenne, et la deuxième ou troisième mondiale, dépend à 60% du gaz russe pour faire tourner le pays, pour faire tourner les ménages, les industries, et tout ce qui demande l'énergie, 60%. Alors, à côté, vous avez d'autres pays comme l'Italie, environ 40% ou plus, et d'autres, l'Autriche, la France, bon, on va arriver à ce point parce que la France dit n'avoir besoin que de 15% du gaz russe. Avoir 17%. Donc, chaque fois que Poutine menace de couper, les gens pratiquent pratiquement la danse du ventre à Paris parce qu'il banalise, ça ne fait rien, il peut couper comme il veut. Bon, maintenant qu'on coupe, apparemment, personne n'a envie de danser. Hein. Donc, personne n'a envie de danser. Donc, l'Europe dépend massivement du gaz russe. Et moi, je crois que si j'étais un pays qui dépend autant de quelqu'un, je tournerais ma langue 7 fois avant de dire quelque chose contre ce pays. King Dodro, structurellement et stratégiquement, est-ce que ce n'est pas un gros risque que l'Europe a pris d'être si dépendante du gaz russe qui n'est pas un ami ou une amie, on va dire, de l'Europe? En fait, vous savez, dans cette histoire de géopolitique, les États font des accords dans le cadre du commerce international pour pouvoir diviser pour mieux régner. Donc la Russie étant une puissance militaire et économique, les Européens ne voudraient en aucun cas que la Russie développe des relations commerciales très avancées avec la Chine, l'Inde et les pays de BRICS, ce que vous voulez. Donc promettent à la Russie de racheter toute sa production russe, toute sa production plutôt de l'énergie, de gaz et du pétrole. Alors, donc du coup, ils créent cette dépendance pour que la Russie ne se tourne pas vers la Chine, l'Inde et autres comme premier fournisseur. Et en retour, la Russie aussi doit dépendre d'eux sur certains plans. Donc ce sont des échanges de bons procédés dans le monde du commerce international. Mais aujourd'hui, on voit très rapidement que ces quatre préalablement qui fonctionnaient hier en temps de paix ne marchent plus en temps de crise, parce qu'en temps de crise ou en temps de guerre, on rompt rapidement toutes ces mesures de bons procédés ou de bons échanges entre les partenaires d'hier. Donc nous en sommes aujourd'hui à ce stade, et ils donnent carrément raison aux anti-mondialistes aujourd'hui. Hein. Vous savez, il y a des farouches anti-mondialistes qui condamnent cette évolution du monde par une puissance unique qui est les États-Unis, qui définit les règles, qui partage les rôles et fait la carte du monde. Toi, tu livres quoi, celui qui doit, et ainsi de suite. Vous voyez donc, déjà, la Russie a payé ses prix liés à ces intérêts géopolitiques des Européens dans le passé, quand on avait sanctionné, où la Russie ne pouvait plus s'approvisionner des produits alimentaires agricoles de l'Europe. Les Russes en ont souffert, mais à la fin de la journée, comme on le dit souvent, la crise grandit toujours. Ça a rendu les Russes plus aujourd'hui autonomes, et ils ont une sécurité alimentaire aujourd'hui. Bien évidemment, les Européens dépendent en grande partie, majoritairement, du pétrole russe. En décidant de sanctionner la Russie, en lui donnant tous les coups pour l'asphyxier, eux-mêmes ils s'asphyxient. Aujourd'hui, la Russie décide carrément de couper sa livraison de gaz, du pétrole à l'Europe. L'Europe va payer cher, parce qu'il faut redéployer d'énergie pour nouer de nouvelles relations. Déjà, ils vont acheter ces gaz-là très cher auprès des États-Unis, qui sont aussi des fournisseurs qui guettent également ce marché. Donc, je m'arrête d'abord là-bas. Le gaz de schiste, notamment, venant des États-Unis. Mais, mais comment se fait-il que les Russes ont laissé couler leur gaz depuis le déclenchement de cette crise, de ce conflit avec l'Ukraine, alors qu'elle était sous sanction de l'Occident et de l'autre sanction? Mais c'est l'Occident, l'OTAN, qui a déclaré la guerre à la Russie. La Russie n'avait pas déclaré la guerre à l'Europe. La Russie avait des problèmes, pas même contre toute l'Ukraine. La Russie venait au secours des peuples russophones qui sont traités par les Ukrainiens, Zelensky et ses nazis, qui les traitaient comme des chiens, ou moins que des chiens. Aussi bien dans la Crimée hier,
que dans le Donbass aujourd'hui. Et la Russie a dit, moi, ces deux États, c'est de Luhansk et de, comment on appelle ça, Donetsk, la Russie les a reconnus parce qu'ils sont russophones. La Russie a dit, je veux les mettre en sécurité et surtout dénazifier l'Ukraine. Parce que, vous voyez, on nous a dit depuis l'école, dans les livres d'histoire, que le nazisme est ce qu'il y a de plus horrible. Et quand vous lisez ce qui s'est passé avec le fondateur du nazisme, Adolf Hitler, et tout ce qu'il a fait comme guerre, les camps de concentration, toutes les horreurs, mais vous êtes d'accord que le nazisme est ce qu'il y a de plus horrible. Alors, quand aujourd'hui les Occidentaux qui ont souffert de ce nazisme se liguent pour soutenir des régimes néo-nazis, ou sinon des régimes carrément nazis en Ukraine, mais la Russie qui a payé le plus gros tribut de la Deuxième Guerre mondiale, 27 millions de morts, dont au moins 10 millions de soldats. Aucun pays, ni l'Amérique, ni toute l'Europe réunie, n'a perdu autant d'hommes pendant la guerre. Alors, quand un pays a perdu autant d'hommes, normalement, quand il entend le mot nazi, il a des crises d'urticaire. Et c'est tout à fait normal que Poutine ne laisse pas aujourd'hui des néo-nazis venir se promener à ses frontières et qui plus est reçoivent ou sont prêts à rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN juste pour qu'on vienne installer des bombes atomiques sur son territoire pointé vers Moscou. Je crois que la Russie avait un problème précis qu'elle a voulu régler. Elle n'a pas dit « je déclare la guerre à la France, à l'Allemagne, ni à l'Europe, ni à l'Amérique ». Mais les Français, l'Europe et l'Amérique, qui sont habitués à régenter tout, qui ne font de pitié à personne, ont pris la Russie pour, je ne sais pas, la Gambie ou la Centrafrique. Et, la 11e puissance économique. Voilà. Et ils veulent aller y montrer les muscles. Mais aujourd'hui, vous dépendez du gaz russe et ça fait pitié. Je le disais ici tantôt, la dernière fois, j'ai dit, mais c'est bizarre. C'est comme Gilles, vous donnez à manger à quelqu'un et un jour, il se met en tête de vous punir, il dit, je ne mange pas. Tu gardes ta nourriture, lui garde sa faim. On verra entre toi qui garde la nourriture et lui qui garde la faim qui va mourir le premier. Mais sauf que la Russie percevait de l'argent contre le gaz. Mais attendez, la Russie, ce n'est pas les compagnons de Maïus. Mais c'est du commerce. La Russie fait du commerce. Et n'oublie surtout pas qu'elle le vendait moins cher que les autres fournisseurs. Donc la Russie, quelque part, faisait un peu du social aux Européens. Ils n'ont pas compris ça. Maintenant, moi, ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que chaque fois qu'on parle du gaz, à part la Hongrie de Orban, Viktor Orban, qui a dit, écoutez, si vous me coupez le gaz, vous m'avez tué, vous avez tué mon pays. Ok, il est honnête, il dit la vérité. Les Allemands de Scholz se sont inquiétés ouvertement que si on coupe le gaz, on pénalise notre économie. Mais les autres ont passé tout leur temps à minimiser le gaz russe. Comme je le disais tantôt, les Français, 15 ou 17%, c'est rien. La France a fait des stocks. La France va allumer les centrales nucléaires. La France va ramener, l'Allemagne va ramener le charbon. La COP 21, la lutte contre le réchauffement climatique, en un quart de minute, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ils l'ont enterré. Juste parce qu'ils n'aiment pas Poutine. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Juste parce qu'on n'aime pas Poutine, on remet en cause ce qui avait été décidé consensuellement pour sauver la planète de la dégradation et du réchauffement climatique. Donc, la France joue toujours au plus prévoyant, alors qu'elle n'a rien prévu. La Pologne, à qui on a coupé le gaz et qui disait, c'est juste si elle n'a pas organisé des balles populaires pour célébrer l'événement, mais après on apprend qu'elle va acheter du gaz en sous-main chez les voisins allemands. La Finlande, à qui on a coupé, qui aussi fait semblant de ne pas souffrir. Bon, ils ont serré les dents et on ne les voyait pas souffrir, mais actuellement, le sérieux arrive. Si vous étiez Poutine, c'est vous qui donnez du gaz aux gens. Ils vous disent, à la fin de 2022, on va cesser de prendre. À la fin de 2023, mais attends, pourquoi vous laissez jusqu'à 2022, 2023? Moi, je vous coupe ici et maintenant, tout de suite. Et c'est ce que Poutine est en train de faire. Il n'a même pas tout coupé, hein, il n'a fait que réduire un peu. Alors, oui, pour aller, pour continuer, vous savez, on nous fait croire dans
informations comme si l'Europe n'achète pas le gaz russe, l'économie russe va s'effondrer. Voilà. Comme si la Russie n'a plus de débouchés pour son gaz. Mais je vais vous donner quelques chiffres. Avant la crise, la Russie était le deuxième pays fournisseur de gaz à la Chine. Et sans oublier que la Chine est le plus gros acheteur, le premier acheteur du pétrole, de produits de pétrole au monde, du gaz et du pétrole au monde. Et la Russie livrait 15% de son volume avant la crise, avant les événements en Ukraine. Mais aujourd'hui, la livraison de la Russie est passée de 15% à 55% pour la Chine. C'est de ça que nous parlons. Aujourd'hui... Ça veut dire que la Russie a déjà trouvé preneur. Mais je vous assure, la Russie allait plus loin, allait conclure des accords avec l'Inde et l'Iran pour ouvrir une voie qui passe par l'Iran et livrer directement l'Inde. Mais nous allons revenir sur les faits, les chiffres pour faire comprendre à nos téléspectateurs qu'on ne nous embrouille pas en fait. C'est des effets d'annonce que les Européens font. Ils sont si petits, mais ils font comme s'ils sont le centre le plus gros du monde. La Chine fait plus de combien? 1,5 milliard. 1,5 milliard habitants. L'Inde fait équivalent. L'Inde fait la même chose. Voici le marché. Mais l'Union européenne qui crie à longueur de journée fait combien? 450 millions d'habitants. Qu'est-ce que représente le besoin de consommation en énergie de 450 millions d'habitants face à 1,5 milliard d'habitants de la Russie? L'Inde et la Chine, les deux pour la Chine, ça fait plus de 2 milliards. Hein. Qu'est-ce que ça représente pour 1,4 milliard d'habitants pour l'Inde? De quoi parle le test? La Russie peut décider aujourd'hui de ne pas livrer du pétrole, du gaz à l'Europe et réorienter sa production vers l'Inde et la Chine, et il a un marché plus important d'ailleurs. C'est ça le chiffre en fait. C'est ça la réalité. Ils ne sont que 450 millions. Et même encore, la Russie, c'est pour des besoins de constituer des devises étrangères dans le cadre de ces importations de matières premières que la Russie ouvre son marché à l'extérieur. Ça fait 17 millions de kilomètres carrés. 17 millions pour 146 à 48 millions d'habitants. L'Europe, c'est des petits pays, micro-pays face à la Russie. Il n'y a que l'Allemagne qui rivalise avec la Russie en termes de population. Quand on regarde, c'est 84 millions, 83 millions environ, qui fait plus de la moitié de la Russie. Donc la Russie, c'est une puissance d'abord qui a un besoin de consommation important pour soutenir son économie. Et c'est pour pouvoir construire des réserves en devises que la Russie ouvre même ses vannes. Si vous voulez, la Russie même peut pratiquer le protectionnisme. Ne rien vendre à l'extérieur et produire ce qu'elle a besoin localement, à l'interne. La Russie va s'équilibrer. Donc c'est ça en fait ce qu'il faut regarder pour dire que les Européens font seulement du vent alors qu'ils ne représentent rien dans le marché international en termes de consommation. Et c'est là qu'il faut revenir encore pour dire qu'ils nous embrouillent. Les Européens nous embrouillent. Pourquoi? Il n'y a de richesse que d'hommes. Ils savent très bien que c'est quand il y a plus de population que l'économie croît. Mais qu'est-ce qu'ils font comprendre aux Africains? Que la démocratie en Afrique est une menace pour l'avenir de l'Afrique, et c'est ça qui est la source de pauvreté en Afrique. Mais c'est mensonge. Mais quand vous regardez seulement le Nigeria, le pays qui est à côté de nous, le Nigeria est la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Regardez la population nigériane. Ça fait 250 millions d'habitants. C'est de ça qu'il s'agit. Plus vous êtes nombreux, plus vous êtes demandeurs, plus vous avez besoin de satisfaire vos besoins, votre économie croît. Nos parents au village, ils avaient 2 femmes, 3 femmes, beaucoup d'enfants. Celui qui a beaucoup d'enfants, c'est lui qui avait le plus grand champ. C'est lui qui faisait plus de greniers. Quand ils sont venus nous embrouiller, ils ont dit non, quand vous avez 2 femmes, c'est un péché. On ne fait plus d'enfants. On a abandonné nos champs. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous dépendons essentiellement de l'importation des produits que nous ne fabriquons pas. Ils ont fait ça exprès. Nous devons nous réveiller. À un moment de la crise, la première riposte de la Russie a été de demander qu'on achète son pétrole et son gaz dans sa propre monnaie. C'était la première déclaration de guerre. Oui, mais non, c'est pas. La Russie n'a pas déclaré comme ça. La Russie avait tout fait en dollars, comme nous tous ici. Tout en dollars. Et voilà, la guerre commence. L'OTAN, les États-Unis en tête, lui volent 300 et quelques milliards. C'est un braquage. Alors, on lui vole son argent. Quel pays européen peut supporter
qu'on lui vole la moitié de ses devises en un jour, comme ça. Alors, maintenant, quand on te vole tes dollars, ça veut dire que tu n'as même plus le droit d'utiliser des dollars. Alors, pourquoi voulez-vous que la Russie continue à vendre en dollars? Et il va dépenser les dollars là où? La Russie, étant une puissance, comme on l'a dit, peut avoir une monnaie viable. Ce n'est pas le franc CFA. Ce n'est pas le franc que quelqu'un fabrique quelque part, vous donne les quantités selon ses humeurs, à la tête du client. Non. Le rouble, ce n'est pas le franc CFA. Attention. Donc, la Russie a dit, bon, si ça n'est ainsi, moi, je vous fais confiance. J'achète dans votre monnaie, je vends dans votre monnaie, et un bon matin, vous me volez tout ce que j'ai économisé depuis des dizaines d'années. Oui, Désormais, vol, mais ces fonds ces devises ont été saisies. Je dis c'est du braquage. Et utilisez, vous pouvez chercher d'autres mots. C'est bon, ça adoucit un peu les mœurs, bon, c'est bien. Je dis c'est du braquage. Si aujourd'hui vous me confiez votre argent, vous revenez le prendre, je dis je ne vous donne pas. Peu importe si je me les approprie, si je les utilise ou non, l'essentiel c'est que vous ne les avez pas. Et si vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous soigner, Gilles. Si vous me laissez 500 000 francs, votre femme est malade, vous courez, vous dites ah je veux soigner, je dis non, je ne te donne pas. Est-ce que tu as besoin de savoir si j'ai dépensé ça ou non? Mais tu vois seulement ton problème, ta femme qui est malade et que tu veux soigner. C'est du braquage. On a braqué la Russie. Et la Russie, comme c'est pas les Africains, excusez-moi le terme, parce que les Africains, ils ne réfléchissent pas vite. Poutine, lui, réfléchit vite. Donc il a dit, mais moi aussi j'ai une monnaie. On ne la fabrique pas dans un autre pays. Si il suppose que la monnaie russe était fabriquée en Angleterre, c'était fini pour eux. Il n'y aurait plus de monnaie. Elle est fabriquée en Russie. Donc, la Russie vend dans la monnaie qu'elle peut utiliser à sa guise. Parce qu'elle ne peut pas utiliser les dollars. Et les Européens, qui sont devenus les caniches des Américains, qui trottent derrière Biden, les Macron, les Scholz, ça trotte derrière Biden comme des petits... Tu connais les caniches, non? Les petits chiens là. Donc, il sait qu'il ne peut pas non plus compter sur l'euro. Il les a laissés avec leurs dollars et leurs euros qui sont en pleine dégringolade. Ils ne le disent pas. Les médias européens ne disent pas certaines choses. C'est leur monnaie qui est aujourd'hui en pleine dégringolade face au rouble russe. Donc, Poutine a agi ou réagi comme il le fallait. Vous m'empêchez d'utiliser votre monnaie alors que moi je vous faisais entièrement confiance. C'est vous qui avez créé l'OMC, la liberté des échanges, le quoi économique, machin, et brusquement vous devenez des protectionnistes farouches. Un protectionnisme que même Kim Jong-un en Corée du Nord ne fait pas. Mais eux, ils ont braqué l'argent des Russes. Oui, mais est-ce que justement sur cette question, est-ce qu'il n'y avait pas de recours légal que la Russie devrait exercer pour retrouver cette devise? Face à une décision illégale, voilà. Il n'y a pas de recours légal. Voilà. C'est ça, c'est aussi simple que possible. C'est ce que nous vivons même dans le cas malien. Les punitions illégales qu'on afflige à l'État malien. L'État malien allait en justice, non? Il a gagné. Est-ce que ces décisions ont été appliquées? Donc c'est pour dire simplement que face à des décisions illégales, aucune mesure légale ne peut être envisagée. Donc ce n'est qu'une question de rapport de force. Et c'est ce que la Russie sait faire. Pour dire au monde entier que les Européens, ils les ignorent carrément. Ils les ignorent carrément parce que, bon, écoutez, je ne vous livre plus le gars, tant pis. Et aujourd'hui, je suis en communication permanente avec mes amis en Russie. Les Russes sont convaincus qu'ils ne vont plus jamais revenir utiliser le dollar. Voilà. Ça, je peux vous dire ça. Et aujourd'hui, mais la décision de vendre les hydrocarbures en roubles, c'est une décision plutôt qui a marché pour Poutine. Hein. Mais quand est-ce que le monde entier s'est orienté vers le dollar? C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Au départ, c'est de l'or. Après, maintenant, c'est le dollar qui s'est imposé. Aujourd'hui, la puissance qui va gouverner le monde dans l'avenir, c'est sa monnaie qui va régner. Hein. C'est le rouble qui commence à dire comme ça. Et on a vu comment est-ce que, avant la crise, la monnaie russe était en paix de vitesse face au dollar et l'euro aujourd'hui. Mais c'est le dollar qui court après la monnaie russe. Donc, nous sommes dans une situation... de l'euro. Bien sûr. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où la Russie est en train de prendre de l'ascension, en fait. Il est vrai qu'ils crient, mais les Russes gagnent du point sur tous les plans. Hein. Du moment où déjà les Russes se sont repositionnés sur le marché chinois, en termes de premier fournisseur, ils deviennent premier fournisseur de la Chine, passant de 15% à 55% déjà, c'est énorme déjà.
il rouvre maintenant ses ventes vers l'Inde, qui est un grand consommateur de l'énergie. N'oubliez pas que l'Inde est une puissance industrielle. Hein. On n'en parle pas, on ne fait pas trop de commentaires, mais c'est une puissance industrielle. Tout comme la Chine qui représente 60% de l'industrie mondiale. En Allemagne, l'Allemagne est la première puissance industrielle de l'Europe. C'est pourquoi elle a besoin de l'énergie, parce qu'aucune... C'est le lieu même de rappeler ceci. Vous voyez combien de fois les Africains se laissent berner pendant que les Européens continuent de tourner leur industrie avec des énergies fossiles, le gaz et tout le reste, parce que l'industrie fonctionne 24 heures. On encourage les Africains, non, vous, il faut aller vers le soleil, il faut abandonner, ne pratiquez pas l'énergie hydro. Eh bien, c'est pour dire que l'Afrique ne va jamais se développer avec ces conneries-là. Vous voyez combien ils tremblent. L'Allemagne tremble parce que si aujourd'hui l'Allemagne ne reçoit plus du pétrole, son industrie s'arrête. Et pourtant, quand je traverse souvent l'Allemagne, je vois les champs Colza? Non, le champ des champs éoliens là. Éolien, oui. C'est vaste, mais à la fin, ils se sont rendus compte que ça ne peut pas alimenter leur industrie. Hein. L'Allemagne fait partie des pays qui ont expérimenté plus l'énergie éolienne. Mais très vite, ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas comparer l'énergie éolienne à ce que produit, par exemple, le gaz. C'est continu, en fait. Donc, c'est le besoin de l'industrie qui nécessite qu'il faut du gaz. Il faut du pétrole pour faire tourner les turbines, pour faire tourner les machines. Ça, c'est l'industrialisation. Donc, aujourd'hui, la Chine redeviendra encore plus fort, plus puissant parce qu'elle bénéficie du pétrole russe à moindre coût. Du gaz et du oui, pétrole russe. À moindre coût. Aujourd'hui, les Américains sont en train de vouloir se rendre en Arabie Saoudite pour demander à l'Arabie Saoudite d'augmenter sa production pour pouvoir plafonner le prix russe. Mais c'est comme si ils s'agitent comme s'ils sont encore le maître du monde en fait. Qu'eux, ils vont plafonner le prix du pétrole russe. Que le Chinois va accepter. Déjà même que la Russie vend son pétrole très moins cher. La Russie fait l'économie d'échelle. Elle livre en quantité industrielle, même s'il gagne un peu, ça lui suffit largement. Elle en a assez pour livrer peu. Oui, mais je voudrais qu'on parle des alternatives après, parce qu'il y a certains pays qui commencent par se tourner vers l'Afrique. Comment l'Afrique peut exploiter cette opportunité? On va en parler. Ce sera le dernier chapitre de cette première partie, mais je voudrais qu'on parle aussi des causes. Pourquoi subitement Poutine décide de couper le gaz? Parce que la presse rapporte que c'est parce que certaines de ces turbines en réparation au Canada ont été bloquées pour cause de sanctions de l'Occident. C'est pas brusquement. Poutine a toujours, au moins il a le mérite celui-là de dire toujours d'avance ce qu'il veut faire. Sauf qu'on ne veut pas l'écouter. Et voilà, quand il parle, les gens ricanent en Europe de l'Ouest. Oh non, il bluffe. Oh non. Quand par exemple Poutine parle de bombes nucléaires, oh non, c'est un poltron d'âge, c'est lui qui a peur. Moi, j'ai des bombes nucléaires, vous dites que c'est moi qui ai peur. En quoi j'ai peur? Donc, on banalise. Et quand vous écoutez certains médias occidentaux, mais c'est du délire. C'est-à-dire qu'ils parlent comme si la Russie n'existait même pas, comme si ce n'était même pas un pays. Alors, leurs charlatans de haut niveau, des anciens généraux, des colonels, sont toujours sur les télévisions, en France, partout. Ah, la Russie va tomber dans 2 jours, l'Ukraine va marcher jusqu'à Moscou, Poutine est malade. Certains se sont fait pour spécialité de diagnostiquer la santé de Poutine. Il est malade, il risque de mourir dans 2 ou 3 jours. À côté, il y a l'autre qui tombe. À chaque pas, il veut monter dans l'avion. Il tombe, il monte les escaliers, il tombe, il veut parler, il confond les lieux, lui, il va bien, il n'est pas malade. Alors, Poutine n'a pas décidé brusquement de couper le gaz. Poutine, tu avais posé la question au début, malgré la guerre, il leur a envoyé le gaz tranquillement. Mais comme ils exagèrent, et puis je veux dire quelque chose. Ce qui arrive aujourd'hui en Occident, en Europe, mais ça fait l'affaire de certains pays qui étaient jaloux des succès de l'Allemagne. Ils savent que sans le gaz russe, l'économie allemande, l'industrie allemande vont rétrograder. Et ça fait leur affaire parce que chaque fois qu'on dit que l'Allemagne c'est la première puissance d'Europe, ne croyez pas que tout le monde est content. Il y a des gens qui sont d'avis qu'il faut casser les reins économiquement à l'Allemagne. La guerre où on dit on veut casser les reins à Poutine, en fait on veut casser les reins à l'Allemagne en Occident. Et ils sont sur le coup de réussir parce que 60% de gaz, je ne sais pas par quelle magie
Si vous avez vécu en Allemagne, vous allez comprendre que c'est un pays hautement industrialisé. Parce que l'Allemagne est toute la puissance. L'Allemagne n'exploite pas de colonies. L'Allemagne ne ramasse pas le café, le cacao, l'or, l'uranium gratuitement dans certains pays pauvres. Elle travaille dur pour développer son économie et son industrie. On sait, qu'en lui privant du gaz russe, on la met à terre. Donc, on veut casser les reins et à Poutine et à l'Allemagne. Ça fait l'affaire de certains pays européens qui sont en train de rire, mais ils ne vont pas rire longtemps. Parce que quand l'Allemagne sera tombée, eux-mêmes, le peu qu'ils sont, ils ne seront plus rien. Les Chinois sont déjà ceux qui vendent le moins cher sur le marché. Et c'est pourquoi les Chinois arrivent à concurrencer et les Américains et les Européens. Ils achetaient le gaz et le pétrole au prix fort. Maintenant, les Européens refusent de prendre le gaz qui était pratiquement gratuit avec les Russes et ils laissent les Russes aller le vendre encore moins cher aux Chinois. Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Les Chinois produiront plus, vendront encore moins cher. Et dans 4 ou 5 ans, je vous dis que personne n'aura envie d'aller acheter un produit français ou allemand parce qu'ils sont obligés de produire cher. Et ils produiront cher, ils vendront cher. Donc cette affaire-là, c'est où plus le temps passe, moins on comprend. Parce qu'on ne sait pas pourquoi les Européens sont décidés à se suicider. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Vous avez vu récemment le changement politique en France avec les législatives. Bon, peut-être c'est la chance qui est le Dieu lui-même tend un bâton de sauvetage aux Français. Parce qu'ils sont allés dans l'impasse. Je ne sais pas comment ils auraient pu faire demi-tour. À se mettre devant, on envoie les canons César, on envoie je ne sais pas pourquoi César, si on n'envoie pas Auguste, on n'envoie pas d'autres empereurs romains. Que peuvent faire les canons César, même s'ils sont 1000, contre un pays comme la Russie? On sait que ça ne fait rien. Il semble que les Russes en ont même déjà saisi 2, qu'ils auront du plaisir à copier. S'ils n'arrivent pas à copier, ils peuvent donner aux Chinois. Les Chinois copient tout. Donc, ils donnent aux Chinois une copie. Ben, ce serait un plaisir si un jour on les retrouvait au Mali, les canons César. Donc, ça ne sert à rien. Ils savent que 1000 canons César, 1 million de canons Ilmar des Américains ne vaincront pas la Russie. Alors, en Ukraine, chaque jour on dit 300, 500 morts. Vous êtes sûr que s'il y avait une situation en France où 400 à 500 Français mouraient par jour, le président français ne demanderait pas à signer, à négocier la paix? Mais bon, pour eux, les Ukrainiens, c'est de la chair à canon, on va les utiliser pour faire plier la Russie, et ils sont en train de mourir. Ils ont un paysan drogué jusqu'à la moelle, qui ne se rend compte de rien. Aujourd'hui, il dit que l'île est prêt à négocier. Le lendemain, il dit non, que ces troupes vont vaincre les Russes. Bon, on est dedans. Et curieusement, les Européens que nous tenons pour les hommes les mieux avisés, les plus intelligents, mais ils font le jeu avec le soulard, avec le drogué. Bon, donc, la Russie n'a pas décidé brusquement. Elle va pas à pas. Aujourd'hui, elle n'a même pas encore coupé. Elle a juste réduit. Elle a juste réduit. Donc, quand elle aura coupé définitivement, comme ils ont dit que les Américains vont amener le gaz de schiste, tant mieux. Tant mieux. La Russie n'a pas besoin de ça. Comme vous l'avez dit tantôt, l'Inde, 1,2 milliard d'habitants. La Chine, 1 milliard, pratiquement 500 millions d'habitants. Et à côté, il n'y a pas que ça. Toute l'Asie du Sud-Est, c'est des pays densément peuplés, des pays industriellement bien avancés qui ont besoin d'énergie cadeau, disons, moins cher. Ils auront. Je ne sais pas comment les Européens veulent désormais fabriquer à des prix compétitifs pour vendre sur d'autres marchés. Mais bon, c'est eux qui dominent le monde. Et vous savez, ils peuvent nous obliger à acheter. Dans nos pays ici, on nous oblige à acheter des quincailleries qui ne servent à rien. Mais pour des raisons qu'on sait qui sont politiques, diplomatiques, ça marche. Voilà. Alors, les téléspectateurs pourront réagir à tout ce qui se dit. Vous connaissez le contact qui défile à l'écran, plus 228 96 46 10 31, plus 228 96 46 10 31. Vos questions via WhatsApp, nous aurons du plaisir à vous répondre dans la seconde partie de notre émission de forum sur New World Info. King Dojro, cette dernière partie de l'émission
va être consacré à l'Afrique maintenant, parce que certains pays européens se retournent vers l'Afrique pour chercher du gaz, du pétrole. Est-ce que c'est une opportunité à saisir, et comment saisir cette opportunité en tant que justement expert en structuration économique et financière? Si vous avez des conseils à donner à l'Algérie ou au Nigeria, aux pays vers lesquels l'Europe, l'Occident se tourne désormais pour acheter du gaz et du pétrole. Déjà, l'Algérie dit je ne veux pas rentrer dans le jeu. Vous imaginez quand le ministre des Affaires étrangères russe est rendu en Algérie. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Les Algériens demandent aux Russes, ne lâchez pas le Mali. Si vous lâchez le Mali, mon territoire sera envahi. Contre cela, je ne livre pas de pétrole supplémentaire aux Européens. Terminé, le jeu il est joué. Donc c'est une aventure belliqueuse, hein? C'est une aventure perdue d'avance, c'est des effets d'annonce pour démontrer au monde que, nous les Européens, on tient là-bas, nous ne sommes pas en paix de vitesse, mais à la fin, on connaît ce qui se passe. Ok, on a combien de puits qui sont en état d'exploration? C'est la question qu'il faut se demander. On pèse les puits en fonction de la demande et des contrats à terme signés. Ok, ils doivent venir faire de nouvelles recherches et explorer de nouveaux puits. Il n'y a pas de problème. Ils joueront en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est leur territoire, c'est la continuité du territoire français. Il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Nous connaissons combien de fois on paye, la présidence ivoirienne paye les loyers pour la France. Alors, pour moi, ils sont en paix de vitesse. Et vous voyez, quand vous tuez un poulet, les derniers moments, qu'est-ce que le poulet fait? Il s'agite tellement, il déploie beaucoup d'énergie. Ça fait vraiment du bruit. C'est ce que les Européens sont en train de faire. Ça s'appelle les derniers soubresauts. Oui, les derniers soubresauts. Donc, l'Afrique ne représente rien en termes de besoins pour eux. Et même les infrastructures, est-ce qu'il y en a assez pour pouvoir les alimenter dans ces moments où la Russie coupe la livraison de gaz en Europe? Donc, vous dites que l'Afrique ne peut pas compenser le manque? Non, même pas. Parce que c'est une question d'infrastructure, c'est une question de nouvelles routes qu'il faut redéfinir. Tout le reste, ça prend du temps. C'est des investissements qu'il faut mobiliser, réorienter. Pendant ce temps, la Chine prend le devant en termes de production sur le plan industriel. Comme vous pouvez l'imaginer, du moment où la Chine a recours à une source plus abondante de l'énergie, moins chère, 3 fois, 4 fois plus moins chère, la Chine deviendra une puissance, une superpuissance économique mondiale qui va offrir les produits qui étaient il y a 100 francs vont être encore à 50 francs, pendant que les Européens, quand ils viennent prendre ce gaz ou ce pétrole en Afrique, ils ne pourront pas garantir ce coût de production à la fin, parce que l'énergie qui viendra de l'Afrique ne pourra pas compenser en termes de compétition. Parce que c'est déjà bien analysé, hein. Ils ne sont pas fous, hein. Ils ont compris combien coûte le pétrole nigérian et angolais sur le marché. Ils ont analysé le coût du pétrole tchadien sur le marché. Est-ce que ce serait compétitif par rapport au pétrole russe livré à la Chine? Non. Il y a tous ces détails qui sont là. Ouais. Alors, finalement, si l'Europe entre en difficulté, est-ce que ce n'est pas l'Afrique qui va en souffrir? Non, personne ne souhaite que l'Europe entre en difficulté. Oui, mais comme les Européens sont devenus des sadomasochistes et eux-mêmes veulent se torturer, l'Afrique ne peut rien. Oui, mais est-ce que l'Afrique ne va pas subir les conséquences? Oui, l'Afrique, vous savez, s'il y a même une tempête sur la planète Mars, l'Afrique va subir des conséquences parce qu'elle ne décide elle-même de rien. Vous posiez la question de savoir si l'Afrique serait une alternative crédible aux problèmes énergétiques des Européens. L'Afrique peut l'être, mais ça ne change rien. Si les Africains étaient vraiment des Africains, des gens qui aiment leur pays, c'était le moment. Le gaz, les Nigérians veulent construire un gazoduc qui passe jusqu'en Algérie, je crois, pour déboucher dans la Méditerranée. Mais combien de temps il faut pour faire ce gazoduc? Je crois qu'il faudra au moins une fois inviter ici un ingénieur pétrolier qu'il vous dise ce qui se passe. Il court au Sénégal. Du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest, ça fait plusieurs années. Le gazoduc d'Afrique de l'Ouest, c'était avant Jésus-Christ et on l'attendra jusqu'au retour du Christ. Hein. Pour ça, c'est garanti. Il n'y a pas de problème. Les Africains, ils savent attendre. Hein. Tu sais, on a beaucoup de patience. Donc, bref,
Les Européens, toutes les gesticulations, on prend le gaz ici, on prend le gaz là-bas, ça ne sert absolument à rien, ce n'est pas viable. Mais le problème, c'est que les Africains auraient dû en profiter pour s'en sortir. Maintenant, si même les Européens viennent prendre le gaz en Afrique, là où on paye $10 au Qatar, on donne 30 cents aux Africains, ils prennent en applaudissant. Parce qu'ils n'ont aucun sens de l'honneur, aucun sens de la fierté nationale, aucun sens des intérêts de leur population. Donc, les Africains, au lieu d'en profiter, vous allez voir, ils vont devenir plus pauvres. Ils vendront plus de gaz, plus de pétrole pour être encore plus pauvres et être encore plus défendants envers les Européens. Parce qu'ils ne maîtrisent pas, les pays africains, l'extraction. Non, il y a longtemps qu'ils ont commencé. Non, personne n'a besoin de tout maîtriser. Les machines, ça s'achète, ça se fabrique, oui, ça se vend, ça s'achète, ils achètent. Les qui puisent le pétrole au Nigeria, au Tchad par exemple, mais qui pourra contrôler la quantité qui sort? Non, il y a tous les systèmes pour contrôler au baril près, ce qui sort du sous-sol, puisque toutes les installations... Mais attends, on a des ingénieurs pétroliers quand même. On n'est pas... Ce n'est pas tous des journalistes bavardeurs comme moi. Il y a des ingénieurs. Donc, moi, je dis ceci. Les Africains peuvent... J'ai écouté un jour une interview à propos du Congo, où le Congo, à Pointe-Noire, dans la mer, n'a jamais su combien de pétrole sortait. C'est Elf qui, par gentillesse, lui dit, bon, aujourd'hui, on a fait 1000 barils. C'est Elf qui lui dit ça, au Congo. Mais c'est ce dont je parle. Oui, mais c'est la corruption qui amène à ça. Ce n'est pas que les Africains, ce n'est pas que Sassou Nguesso ne peut pas mettre un système qui contrôle la quantité de pétrole qui sort, mais c'est la corruption. Comme il y a des gens autour, chacun se remplit les poches, on ne se pose pas de questions. Écoutez, l'Afrique est richement dotée par la nature. On ne demande rien, on est prêt à partager, l'Africain a toujours partagé. Les Européens ont la technologie, ils n'ont qu'à venir, on travaille ensemble, on fait moitié-moitié. Dans les pays arabes, en Arabie Saoudite, mais sur le baril, les sociétés qui extraient ont à peine je ne sais combien de pourcents. Le pétrole, il est aux Saoudiens. Mais ici, en Afrique noire, c'est les pétroliers qui donnent bien ce qu'ils veulent donner aux Africains. Voilà les donnes qu'il faut changer dans la situation actuelle. On peut un peu se montrer exigeant sans risquer des coups d'État à la chaîne, sans risquer des épidémies bizarres. Mais on peut le faire, mais les Africains ne feront rien. Je te dis, Gilles, ils ne feront rien. Vous voyez comment Macky Sall sourit jusqu'aux oreilles parce que les Blancs sont venus lui dire on va prendre le gaz chez toi. Mais, avec un gars, avec ce sourire, alors qu'il n'a pas encore touché un franc pour sa population, qu'est-ce que vous voulez qu'ils exigent de ces Européens? Le Nigeria à côté. Le Nigeria est une puissance. Mais la gestion est tellement calamiteuse des hydrocarbures, je vais dire, que bon, on est là où on est. Donc, je vais te dire, l'Afrique ne profite de rien. D'ailleurs, elle ne sera même pas une solution viable dans moins de 5 ans. Si les Européens sont vraiment sincères et sérieux, ils veulent vraiment prendre les hydrocarbures en Afrique, il faut au moins 5 ans pour installer les infrastructures capables de le faire. En attendant, le vieux Biden a dit qu'il a le gaz de schiste. Ils n'ont qu'à aller le chercher. Puisqu'on leur dit d'insulter Poutine, ils le font. La spécialité aujourd'hui sur les médias en Occident, c'est d'insulter Poutine. Si jamais on invite un malheureux qui veut un peu nuancer le débat, oh, tu es pro-Poutine, tu es un dictateur, et tu es ceci. Bon, d'accord. Ils n'ont qu'à continuer dans cette voie où tous les jours on diabolise Poutine, alors qu'aujourd'hui, le pays de Poutine, en réalité, les Chinois, les Russes, sont les pays les plus tolérants et les plus démocratiques du monde. Voilà. Parce que c'est eux qui ne vont pas occuper les autres et dicter leurs lois aux autres. King Nojo, j'ai 2 questions pour vous. Je ne sais pas si nous pourrons les épuiser avant la fin de la première partie. La première, si la vie devient très cher, trop cher en Europe, quelles peuvent être les répercussions en Afrique? Et deuxième question, pourquoi nous n'arrivons pas à tirer le meilleur profit de l'exploitation de nos ressources minières? La première, la vie chère en Europe et ses répercussions en Afrique. Depuis les 20 dernières années déjà, l'Afrique a eu un nouveau fournisseur pour ses besoins en consommation. Et c'est la Chine. Hein? Et donc, la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de l'Europe commence pas à diminuer. Énormément d'ailleurs. Énormément parce que la route aujourd'hui n'est plus une route Europe-Chine. Au départ, c'était, si vous voulez aller par exemple dans l'industrie automobile, les Africains ne contractaient pas avec les Japonais pour s'acheter, les pays francophones,
pour acheter les marques japonaises. C'est les entreprises françaises qui avaient la franchise pour vendre les marques japonaises aux pays africains. Ok? Et cette exclusivité, ou bien on peut parler de monopole qui n'est pas défini, mais ça agit dans notre psychologie pendant longtemps. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on a des véhicules qui viennent directement de la Chine, de l'Asie, de Japon et autres. Donc, quand nous retournons également sur certains, quand vous rentrez dans nos supermarchés, on regarde les articles qui sont dans les rayons. Nous dépendons en boissons de l'Europe. Des vins viennent de l'Europe. Le champagne. Le champagne vient de l'Europe. Mais c'est la classe moyenne qui s'adonne à ces consommateurs. Sinon, nos paysans, nous buvons nos sorabi, nos tukutu. Et puis c'est terminé. Et puis on avance. Alors, on va aller dans les détails pour comprendre quoi. Alors, ceux qui mangent le maïs, le pain, non, le blé, c'est la classe moyenne également, qui au petit déjeuner ont besoin de croissants, des biscuits et autres. Mais le paysan, il mange à bolo, qui est fait dans le four. Donc, c'est son petit déjeuner. En cette période, nous, les Wati, notre dessert, même, c'est le maïs bouilli. Donc, c'est pour dire qu'en fait, il y a des effets d'annonce pour créer la panique, en fait, chez les gens. L'Afrique a toujours vécu dans la cherté. Ce n'est pas cette guerre qui va créer la cherté en Afrique parce que... Mais pour les pays francophones, par exemple, le CFA étant arrimé à l'euro, si l'euro connaît des difficultés, c'est-à-dire que le CFA risque de tousser. Alors, vous savez, bien évidemment, il y aura des conséquences, sans doute, parce que pour réajuster leur économie, ils risquent de casser encore la valeur de notre monnaie par rapport à leur monnaie, parce que... Qu'est-ce que vous dites ça en termes plus clairs? Ça veut dire qu'il y a des risques de dévaluation? Oui, il y a un risque, parce que il faudrait que 1 euro maintenant devienne 1000 francs pour pouvoir... Parce que si, par exemple, 1 kilo de cacao, par exemple, Borchamp chez nous, il est de 500 francs. Mais il suffit seulement qu'il décide aujourd'hui que 1 euro devient 1000 francs. Que les mêmes 1 euro qui payaient 1 kilo hier viennent à payer 2 kilos. Ouais. Et notre économie est mise à genoux. Et c'est ainsi qu'ils vont réajuster leur politique de dépendance en nos matières premières pour contrer la menace. Je vais fixer cette idée. On va revenir là-dessus dans la seconde partie. Et avec les questions des téléspectateurs, également, je rappelle le contact plus 228 96 46 10 31. Mais là, une pause pour une édition de journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes. À tout de suite.